Tchenashkamadan, Madame la Présidente, qui est Nanashkama Ode Inototasiwa, le peuple Anishinaabe, un peuple qui m'accueille depuis 2021. Je leur ai demandé la permission si je pouvais caresser leur territoire jusqu'à mes 75 ans, si la santé me le permet, à titre de sénatrice. Mais c'est aussi un territoire, un espace qui est partagé avec plusieurs cultures, mais riche en histoire, en mobilisation, en protocole et bien sûr en récit. Merci beaucoup au peuple Anishinaabe. Chers collègues, sénateurs, sénatrices, je me lève aujourd'hui pour prendre la parole pour vous parler du projet de loi S2, la loi modifiant la loi sur les Indiens pour nouveaux droits à l'inscription. C'est la première fois qu'un projet de loi vient corriger la loi sur les Indiens qui est marrainée par une ministre Cree de la Première Nation Cree et marrainée par une sénatrice Innu au Québec. Alors, on fait l'histoire, elle et moi. Et j'espère qu'on va collaborer longtemps. J'espère que mes filles vont entendre ce bout-là. Bien sûr. Je vais essayer de faire ça dans un espace où vous aurez du temps pour poser des questions. S'il n'y en a pas, je m'en excuse en avance. Mais vous comprendrez aussi que vos questions, je n'aurai pas toutes les réponses. Mais certainement que les ministres et les ministères et les cabinets écoutent attentivement ces échanges que nous allons certainement avoir, je le souhaite. Et je me présente devant vous, bien sûr, avec beaucoup de détermination. Parce que ce n'est pas juste un projet de loi ou un texte. C'est aussi le début d'une réponse à des décennies d'injustice que des gens, des humains, des hommes et des femmes ont vécu et continuent de vivre. Et d'ailleurs, on a Catherine aujourd'hui avec nous. Merci. Ce projet de loi-là vise à accorder de nouveaux droits à l'inscription au registre des Indiens, en réponse à la contestation de certaines dispositions de la loi archaïque, ça c'est dans mes mots à moi, jugée discriminatoire en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés dans le cadre de l'affaire Nicholas contre le Canada. Ces personnes touchées par l'émancipation ont intenté une poursuite contre le Canada devant la Cour suprême de la Colombie-Britannique. Cette poursuite civile Nicholas a été déposée en juin 2021. Les plaignants et les plaignantes, dont beaucoup sont des descendants de personnes qui ont été émancipées par la politique coloniale, attendent patiemment que justice soit rendue. Alors je dis à ces personnes, je vous entends. Je dis à Catherine et à toute ta famille, je vous entends et je comprends votre combat. Je le comprends. Et à mes chers collègues, les sénateurs et sénatrices, honorables sénateurs et sénatrices qui sont ici, dans cette chambre que je trouve importante, c'est important de vous dire que dans cette affaire, le procureur général du Canada, il y a quelques jours de ça, a admis que la loi contestée enfreint de manière injustifiée le paragraphe 15.1 de la Charte des droits et libertés. C'est rare qu'on entend ça. Une telle concession est exceptionnelle, même, je dirais. En ce moment, le juge examine actuellement la possibilité de suspendre la déclaration d'invalidité, ce qui donnerait au Parlement d'adopter le projet de loi S2. Cela signifie que le tribunal entend de voir si nous, en tant que législateurs, allons agir. Alors, vous comprendrez pourquoi l'adoption de ce projet de loi n'est pas seulement symbolique, mais il est nécessaire. C'est important d'agir maintenant et il ne faudrait pas manquer cette opportunité ou cette occasion d'harmoniser les lois avec la justice, l'égalité et la charte. De s'assurer que la loi ne sépare plus les familles et les prive de leurs droits à leur identité légitime. Il faudrait leur montrer à ces personnes qui ont attendu longtemps que leur patience et leur persévérance en valaient la peine. Le projet de loi S2, c'est aussi
l'opportunité de corriger cette douloureuse injustice qui a été mise en lumière par la poursuite Nicholas. Et c'est pour qui ça? Et pourquoi ce projet de loi? Alors, je vais vous dire un peu le pourquoi. Si le projet de loi est adopté, pour la partie émancipation, pour les féministes, l'émancipation, c'est important. Mais pour ma mère, Ino, ça a fait très mal. Et on en subit encore les conséquences. La partie émancipation garantirait que les personnes ayant des antécédents familiaux en matière d'émancipation seront traitées de la même manière que ceux et celles qui n'en ont pas. On parle toujours en vertu de la loi sur les Indiens. Pour la partie des inscriptions individuelles sur demande, ça permettrait aux personnes qui souhaitent que leur nom soit retiré du registre des Indiens pour demander leur désinscription. Qu'est-ce que ça veut dire? On se bat pour rentrer ou retourner dans le registre. Admettons que je tombe en amour avec une personne qui est membre du peuple Navajo aux États-Unis. Je ne peux pas être citoyenne dans son gouvernement parce qu'il n'accepte pas double membership. Je vais parler jargon de loi sur les Indiens. Alors, je ne suis pas capable actuellement de me désinscrire de la loi sur les Indiens et faire ma demande avec ma famille pour pouvoir vivre là-bas. Ce projet de loi pourrait permettre cette désinscription, d'être reconnu dans une autre nation. Et si on sépare, un décès, ou peu importe les raisons, je reviens sur mon territoire, je serai réinscrite automatiquement. Pour la partie perte de l'appartenance à la bande natale, une loi très paternaliste. Les femmes qui mariaient un Indien, et là j'utilise la loi sur les Indiens, là, le jargon, d'une autre bande, d'une autre réserve, d'une autre communauté, elle était sans son consentement automatiquement changée. Elle allait être inscrite dans la bande du mari. Et là, aujourd'hui, ça veut dire aussi tous les enfants et les descendants. Un décès, un divorce, une séparation, elle devait quand même rester dans cette bande-là. Enfin, cette partie-là pourrait permettre aux femmes et aux enfants et aux descendants, s'ils le veulent, bien sûr, si elles le veulent, de pouvoir retourner à leur bande natale. Et bien sûr, une autre partie de suppression de termes obsolètes, offensants, qui supprimerait les références comme « indien », mentalement incapable. C'est sûr que je ne peux pas rester silencieuse. I cannot say this is the perfect. Je ne peux pas dire qu'il s'agit du projet de loi parfait. Le cas échéant, je mentirais à moi, en premier lieu, mais aussi à ma mère. Je mentirais à d'autres personnes qui marchent à mes côtés. Pendant trop longtemps, les femmes autochtones, les femmes des Premières Nations ont lutté. Elles ont lutté devant les tribunaux, mais n'avaient pas de moyens, n'avaient pas de soutien. Elles devaient même lutter contre leurs propres frères, contre leurs propres pères, contre leur propre nation. Ce qui est triste, c'est lorsque le programme de contestation judiciaire a été aboli. Ça a été fort difficile, très dur, très dur. Alors oui, j'ai connu cette frustration et je la ressens comme eux, comme elles, tout le temps. Et il faut toujours que nous attendions une décision d'un tribunal avant qu'un changement ne s'articule au sein de la loi sur les Indiens. Pourquoi? Une section que le juge Masse a mis dans sa conclusion lors de la décision d'Eschenaux contre le Canada, et je vais citer, c'est un paragraphe qui est 2, 3, 5, et je le lis. Il n'exempte pas pour autant le législateur de prendre les mesures appropriées pour identifier ou régler toutes les autres situations discriminatoires pouvant découler de la problématique identifiée, fondée sur le sexe ou sur d'autres motifs prohibés, et ce, en conformité avec son obligation constitutionnelle de s'assurer que les lois respectent les droits consacrés à la Charte canadienne. Ça, c'est en 2015. C'est pas en 1860. C'est en 2015. Alors, moi, je viens d'un peuple nomade, un peuple millénaire, Innu.
Et dans nos protocoles, dans nos lois, dans nos règles, dans nos codes, dans nos façons d'être, il y a eu une époque où les hommes et les femmes, c'était clair nos rôles. Que nos relations avec le territoire ou les protocoles ou les lois, c'était sacré. Mais du jour au lendemain, une loi s'impose, sans le consentement éclairé. On ne m'a pas demandé mon avis, ni à celle de mon arrière-grand-mère. L'acte pour l'élimination graduelle des sauvages de 1857. On croit beaucoup aux traditions ici, mais celle-là, elle fait mal par rapport à une tradition coloniale. Et c'était pas caché, juste le nom de la loi le mentionne. Mais plus tard, il y avait aussi cet objectif d'assimilation très ouvert. Et je vais citer un ancien haut fonctionnaire. En 1920, Duncan Campbell Scott, qui travaillait pour les affaires indiennes, affirmait clairement que, je cite, « Notre objectif est de poursuivre le travail jusqu'à ce qu'il n'y ait plus un seul Indien au Canada et qui n'ait été absorbé par le corps politique. Et ce, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de questions indiennes et ni de département des affaires indiennes. Tel est l'objectif principal de cette politique. » Fin de la citation. Alors, vous comprendrez qu'on fait face à des racines coloniales qui sont encore dans les politiques, qui sont encore dans les lois. Alors, le projet de loi S2 vient poursuivre le travail amorcé par beaucoup de personnes dans les projets de loi C-31, C-3, S2. Pour certains d'entre nous et certaines d'entre nous, on se rappelle certainement du rapatriement de la Constitution. Alors, pour les femmes, qu'on appelait femmes indiennes, c'était devenu un outil important parce qu'on parlait du droit à l'égalité dans la Charte. C'est ce qui a poussé le gouvernement fédéral à introduire le projet de loi C-31, ce qui va permettre à ma mère et à des milliers de femmes de retrouver leur statut de femme indienne parce qu'elles ont marié un beau Québécois ou quelqu'un de Thunder Bay ou un non-indien. Mais on va accueillir des Canadiennes et des Québécoises jusqu'en 85. On va leur donner un statut de femme indienne et une fois cette loi adoptée, on ne leur dit pas « Désolé, vous devez quitter ». On va considérer ça comme des droits acquis. Et encore, en 2025. Alors, à partir de là, ça amène aussi une façon de voir les choses qui est complexe, mais nous, on peut le comprendre, on le vit. Un statut à deux niveaux. 6-1, 6-2. Ah, et what? 6-1, 6-2, tiens, c'était pas là avant 1985. Et avant 1985, si, par exemple, j'avais donné naissance, on ne me demandait pas qui était le père de mes enfants. Mais depuis 1985, l'on me demande de dire qui est le père. Qu'arrive-t-il s'il s'agit d'une agression ou d'inceste? Ou qu'arrive-t-il si le père est décédé? Ou disons que je suis dans une situation de violence, ou simplement que je ne veux pas donner le nom du père. Eh bien, le fédéral va présumer qu'il ne s'agit pas d'un Indien inscrit. Encore une fois, en vertu de 6.2, mon bébé ne sera pas reconnu. Vous savez que je viens de Schefferville, dans le Nord. Hein? Vous pouvez arriver là par train, puis par avion. Et la communauté pourrait même refuser des services à mes enfants, à mon enfant, le cas échéant. Mais qu'arrive-t-il si une femme ici, arrive à l'hôpital et la personne qui l'accueille dit « En passant, avant que je vous prodigue des services, j'ai besoin de savoir c'est qui le père de vos enfants? » Alors que nous, c'est encore le cas. Alors, des histoires comme ça et des blessures comme ça et des cicatrices, on les porte à tous les jours. Et on les porte aussi parce qu'à cette époque, le gouvernement fédéral va négocier derrière les murs avec les chefs, qui sont majoritairement des hommes, pour dire « j'ai pas le choix, je dois réinscrire ces femmes-là et les enfants. Mais je vais te donner l'opportunité de créer ton propre code d'appartenance, dans l'espoir qui est restrictif, on s'entend. Parce que c'est quand même moi, le ministère, qui va approuver. » Alors, on vient de créer une autre forme de discrimination. Qui est indien, qui ne l'est pas, je donne un certain pouvoir, mais restrictif ou restreint à une bande. Sinon, je les inscris dans le registre à Ottawa. C'est ce qui a amené Sharon McIver à se mobiliser, une Première Nation de la Colombie-Britannique,
Elle va contester certaines dispositions de la loi sur les Indiens, mais cette fois-ci, elle va les comparer avec les hommes autochtones. En 2007, là, la Cour suprême de la Colombie-Britannique va lui donner raison qu'en effet, c'est une discrimination basée sur le sexe. Et on nous dit que 1985, ça venait de régler. Quand on sera en cour d'appel, j'imagine qu'il y a une autre partie intéressée ou une autre partie qui décide de contester une décision. Alors, elle se retrouve en cour d'appel en 2009. Et moi, j'ai déjà mes 5 enfants en 2009. Et cette cour-là va rendre une décision plus restreinte. Comme si la discrimination commençait en 1951. Alors que ce n'est pas le cas. Alors, on a connu le projet de loi C3 en 2011, où le Canada doit répondre à cette décision. Et à partir de là, les débats sur le projet de loi C3 se fait et une chance finit par à être adoptée. Pour certains d'entre vous, vous connaissez peut-être un peu mon style. Alors, quand j'étais militante, je le suis, mais à 53 ans, un autre style. J'ai appelé à Ottawa quand j'ai vu le communiqué de presse et j'ai dit « May I speak to my father in trust for all Indians? » Au ministère des Affaires indiennes, la personne « Ooh. » I said « I'm status Indian. » Mais je suis indienne de statut. Est-ce que je pourrais parler à celui qui est responsable de l'ensemble des Indiens? C'est important pour des centaines de femmes et de filles et d'enfants comme moi, et je veux savoir qu'est-ce que ça va changer dans nos vies. Et j'avais une longue liste parce qu'on était plusieurs femmes à débattre ça. Et le retour de l'appel était simple. Non, non, ça ne va pas régler ça. Non, non, pas 6-2, ni l'obligation. C'est majoritairement non. J'ai dit parfait. J'arrive. Je vais mettre mes choux-claques puis je m'en vais à Ottawa, en marchant, pour dénoncer la loi sur les Indiens. Et le 4 mai 2010, avec d'autres femmes, on est parti de Wendake et on a marché pour aller écouter, au mois de juin, les débats en chambre, dans l'autre chambre, sur ce projet de loi-là. Les pressions étaient fortes tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du Parlement. Mais je veux dire merci à l'esprit à l'honorable Chuck Straw, qui était ministre à l'époque, qui est certainement entouré de ses ancêtres et des gens qui aiment, je veux vous dire merci. Ça n'a pas été facile. Vous avez répondu à tous les jours à nos appels, à nos rencontres pendant cette marche, cette grande mobilisation. Et une chance que le projet de loi a été adopté, mais encore une fois, de façon trop restreinte, alors qu'on avait l'opportunité de faire les grands changements nécessaires. 2019 arrive, encore une fois, S3 cette fois-ci. Et on se souvient du travail de notre collègue honorable Lillian Dick, qui va défendre ce projet de loi-là, qui va essayer de pousser le plus loin possible. Mais encore une fois, on va y aller le plus restreint possible. Mais en même temps, le juge, dans cette affaire contre le Canada, Deschenaux, et le Canada, lui-même va le dire. Il va conclure en 2015 en disant « Les articles de la loi sur les Indiens étaient inconstitutionnels. Il violait l'article 15 de la Charte canadienne. Il maintenait les distinctions sexistes entre les descendants d'hommes et de femmes qui ont perdu leur statut. Et ils introduisaient aussi une discrimination fondée sur la lignée familiale. » Merci, M. Deschenaux, M. Dubé et Mme Yanta, pour avoir amené ça devant les tribunaux. Pourtant, on ne devrait pas faire ces choses. Et en 2020, le rapport final du Parlement sur l'examen du projet de loi va reconnaître, lui aussi, qu'il y a encore des inéquités résiduelles qui sont dans la loi sur les Indiens. Merci à mes collègues du comité APA, qui aussi, en juin 2022, va présenter dans le rapport provisoire les conclusions dans lesquelles encore des injustices relatives à l'inscription persistent et continuent de porter préjudice aux femmes des Premières Nations et de leurs descendants. Juin 2025, 160 ans plus tard,
je suis ici devant vous. Devant vous dans l'espoir que cette longue discrimination basée ou imposée sur nous soit enfin réglée. Souvent, on nous dit, on est tous égaux, tout égal. Mais dans les faits, nos mères, nos sœurs et nos enfants continuent d'être traités différemment. Et ça, pour moi, c'est pas la définition de l'égalité. C'est la définition d'une discrimination fondée sur le sexe. Juste parce que je suis une femme, et nous, mais en vertu de la loi, on va dire indienne, 6-1, je ne sais plus trop quoi, mais je suis discriminée encore. Nous sommes. Alors, les impacts sont directs. Oui, sur les statuts et tout ça, mais ça a été le premier impact de nous couper avec notre culture, notre identité culturelle, notre relation avec le territoire, de pouvoir entendre la langue ou de la parler, cette langue-là, comme le Innu-Aimun, mais aussi de participer à la vie démocratique de ma nation, de ma communauté. J'ai pas ce droit-là. Et à chaque fois que le gouvernement voit les décisions de tribunaux s'en venir, ou avec des décisions, bien, ils vont y aller cas par cas. Et ça fait 30 ans que je l'entends. Well, you know, there's many cases. Ben, vous savez, il y a beaucoup d'affaires, donc on va tout simplement attendre. C'est juridique qui pourrait permettre à faire en sorte qu'on change pour de vrai les choses. Et je viens d'une culture où la parole est une vérité, que les récits ont sa force de loi dans mon monde. Et ici aussi, pour moi, les récits sont importants. Et bien sûr, le récit de Catherine Fournier, qui a accepté d'être ici aujourd'hui, est touché par cette loi, par ce projet de loi. Son grand-père, Maurice Sanderson, a fait partie lui aussi des écoles résidentielles, comme beaucoup de gens. Puis, en raison des dispositions de la loi sur les Indiens, il ne pouvait pas acheter un terrain, une maison ou avoir le droit de voter. Il fallait être émancipé. Mais en 1922, pour avoir vécu les sévices, les agressions d'un pensionnat, bien, son grand-père a fait un choix étrange et difficile. Il a décidé d'émanciper tout le monde, sa femme, ses enfants. Sans le consentement ou avec, je ne sais pas. Mais c'est des histoires comme ça qu'on entend. Et après ça, bien, avec l'arrivée de le projet de loi C-85, elles ont essayé, sa mère et elle, de se réinscrire. Mais là, elles vont réaliser par la suite qu'il y a encore des injustices. Et sa mère, Edith, qui est dans le monde des esprits aujourd'hui, elle s'était jointe à la contestation fondée sur la charte avec l'arrêt Nicholas en tant que demanderesse. Aujourd'hui, c'est sa fille qui poursuit, et certainement ta fille. Alors, ça l'explique sa motivation de poursuivre et de nourrir son espoir, pas juste pour elle, mais aussi pour ses enfants et ses petits-enfants. Je le ferai moi aussi pour ma mère, c'est clair. Et de pouvoir dire qui je suis et que mes enfants puissent dire aussi « je suis fière de ça ». Puis c'est important pour mon identité. Et que c'est pas juste une modification qui va me permettre de m'inscrire à ma bande ou de me réapproprier le droit à l'inscription, mais de renouer avec mon patrimoine, mon histoire, ma langue, ma culture et mon identité. Et c'est la même histoire qu'une autre demanderesse, Nadia Chatnagohas, de la Colombie-Britannique, où elle aussi avec son frère se sont vus refuser à maintes reprises l'inscription, sans trop comprendre pourquoi. Pourtant, la nation Haïda, on a voté une loi ici pour la nation Haïda il n'y a pas longtemps. Cette nation-là reconnaît Nadia. Et non seulement la nation Haïda qu'on va appeler au Canada, mais aussi en Alaska, parce que cette nation-là n'a pas le même concept des frontières. Et elle et sa fille sont reconnues. Et même dans le village d'Old Masset, qui est assujetti à la loi sur les Indiens, reconnaît Nadia. Pourquoi on ne peut pas faire ça
avec la loi sur les Indiens. S2 pourrait permettre à Nadia et ses enfants d'être reconnus et de recevoir une lettre du gouvernement qui lui dit « Non, t'es refusé, tu peux pas être reconnu, puis t'es pas autochtone, puis etc., etc. » Bien, imaginez l'impact que ça a eu sur elle et sur beaucoup de gens qu'on reçoit par courriel ou par téléphone ou quand on rencontre dans les communautés, ils disent « J'ai encore été refusé. » C'est tough, mais c'est réel aussi. Alors, j'espère que dans nos échanges, dans l'étude, si on l'envoie dans le comité pour qu'il puisse être débattu, étudié et, dans le souhait, adopté, bien, qu'on puisse faire en sorte qu'on redonne la dignité à toutes ces personnes. Je me dis aussi que je ne peux pas rester les bras croisés. On nous met dans une situation où il y a une urgence parce qu'il y a un cas en ce moment en Colombie-Britannique où il y a une pause et ils attendent à voir comment on va faire les choses ici. Mais je me dis et je m'engage et je le fais toujours, puis je vais continuer à le faire, que ça, oui, c'est un projet de loi en soi, mais ma promesse pour mes enfants et comme ancienne commissaire, c'est de poursuivre vers l'autodétermination, de faire en sorte que nos nations décident c'est qui est membre, citoyen avec des droits et responsabilités. Mais en attendant, si je n'avais pas marché pour mon fils, la marche à Moon, en 2010, il n'y avait pas le choix de décider. C'était non. Alors qu'il y a le choix de s'inscrire en vertu de la loi ou pas. Et je lui disais toujours à Moon, si jamais on signe une entente d'autonomie gouvernementale, t'es out, tu ne seras pas considéré. Alors, comprenez-vous pourquoi que c'est important pour beaucoup de familles de retourner dans ces registres-là, parce qu'elles et ils ont droit à ça. C'est un portage, un chemin, je dirais, un pas de plus qu'on fait là, pour ce portage-là ou ce chemin-là que les femmes et les hommes et les deux esprits ont ouvert bien avant moi. Alors, je dois continuer à honorer ça. Et j'espère que vous allez marcher avec nous. C'est un chemin qui a été douloureux, qui l'est encore, qui a été dans la résistance, mais qui a été aussi dans une bienveillance ou avec beaucoup d'amour, nos familles, une chance. Tout ce qu'on veut, c'est juste l'égalité, là. Pas plus, pas moins. Et je sais qu'on y a droit. Et ce qu'on va corriger ici, c'est une injustice qui aurait dû jamais exister. Alors, ce projet de loi-là est une réparation. Une réparation. Et quand j'avais 27 ans, pour moi, j'étais venue ici. Puis je m'étais dit, un jour, je vais venir ici, si je peux, là. Puis quand je vais être vieille, là, je vais être sénatrice pour changer la loi. J'étais à moitié vieille. Puis encore une fois, je vous l'ai dit au début, it is the first time that... C'est la première fois qu'on aura un ministre des Premières Nations, CRI, qui parraine ce texte de loi, et une sénatrice Innu qui essaye de parrainer le projet de loi. Je pense qu'on sait ce dont il est question. Et je pense que nous savons aussi que les choses ne vont pas assez loin. Et on sait, d'autre part, que la situation est urgente. On le sait pertinemment. 2 femmes avec 2 histoires différentes. Mais la même volonté, la volonté envers l'égalité, l'équité, et de retrouver ce qui nous a été pris. Nous aurons donc besoin de courage. Je suis courageuse. Pas toujours, mais je ne suis qu'humaine après tout. Et j'espère que nous allons pouvoir opérer ce changement ensemble. J'espère qu'on pourra débattre des grandes questions, qu'on pourra prêter l'oreille aux grandes préoccupations, mais moi je peux vous dire que je soutiens le texte de loi tel qu'il a été rédigé. Si on peut l'améliorer, j'en serai heureuse. Mais en tout cas, c'est une conversation qui se doit d'avoir lieu.
Sénatrice Mention, voulez-vous poser une question? Oui, sénatrice Audette, prendrez-vous une question? Permettez-moi tout d'abord de vous féliciter pour la langue que vous avez choisi de parler dans votre discours. Vous avez été écouté et je vous en félicite. Je vous félicite également de votre approche pédagogique. L'approche pédagogique que vous avez utilisée pour nous faire comprendre la situation et, je pense, la situation dans son entièreté. Ce que j'aimerais savoir avec ces deux, est-ce que ça règle le problème ou il reste encore plein de choses à corriger? Sénatrice Audette. Merci et félicitations pour votre nouveau rôle, sénateur. Il reste beaucoup de choses à régler. Et la liste, elle est maintes fois répétée à chaque fois qu'on reçoit une décision de cour. Et les mémoires répètent le même message. La Convention pour le Comité pour l'élimination à l'égard des femmes à l'ONU a fait un rapport il y a quelque temps qui répète encore qu'il y a de la discrimination qui perdure dans cette loi-là. Et il y a un besoin urgent de faire ce travail-là. Et oui, la reconnaissance de la paternité ou l'obligation de la reconnaissance de la paternité, c'est pas clair. La raison avec les 6-1, 6-2, c'est pas clair ça non plus, puis c'est injuste. Alors, il y en a une liste. Et si vous voulez, je peux vous préparer une note plus détaillée de vous exprimer là, les mémoires que vous pouvez lire et prendre connaissance. Sénatrice Mention. Supplémentaire sur cette portion-là. Quand vous dites qu'il y a plusieurs choses qui ne sont pas encore claires au niveau de la loi, est-ce que c'est des choses qu'on peut amender ou si vous préférez que la loi passe telle qu'elle a été présentée pour qu'elle puisse passer et ensuite continuer le travail pour apporter des améliorations avec le temps? Sénatrice Audette. Oui, merci. N'étant pas juriste et avocate juriste, là c'est mon feeling qui va vous répondre. Le fait que la Cour en Colombie-Britannique a accepté de faire une pause dans le litige là, Nicholas versus le procureur général, ma préoccupation, j'ai pas eu de réponse officielle, mais ma préoccupation, c'est la personne qui est saisie de ce cas-là, si elle refuse l'extension pour qu'on puisse faire le travail en tant que législateur et législatrice, c'est seulement, d'après moi, les gens de la Colombie-Britannique qui vont pouvoir être réinscrits dans leur bande natale. C'est seulement les gens là-bas parce que c'est saisi par une cour de la Colombie-Britannique. Alors qu'il y a des gens à travers le Canada qui sont touchés par ça ou qui font partie du recours. Ce que je comprends, c'est qu'on va devoir aller dans chaque cour provinciale pour refaire un portage qui est déjà commencé. Et ça, c'est coûteux. Et ça risque de faire mal à beaucoup de personnes. Sénateur Brazeau. Est-ce que tu prendrais une autre question, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Donc, félicitations pour ton discours, ainsi que pour avoir marrainé le projet de loi. Je sais comment c'est important de faire ça quand on est ici, quand on a la chance de le faire. Alors, ma question, elle va être très, très simple, et peut-être, probablement que tu n'auras pas la réponse, mais c'est plus une question pour apporter un petit peu de contexte sur toute cette question. Donc, tu as mentionné des changements en 85. C'est comme ça que j'ai eu mon statut, parce que pour une partie de ma vie, j'étais pas un Indien, puis tout d'un coup, je suis devenu un Indien. On a aussi des changements en 2011, en 2018 et maintenant. J'avais 10 ans en 85. Alors, je suis au courant de ce dossier depuis 40 ans. Alors, je suis encore jeune, mais ça fait longtemps que je suis ici. Et je pense que c'est important pour tous nos collègues ici de savoir que ça vient pas de la bonté du gouvernement fédéral, peu importe
c'est qui, à ce moment-là, d'apporter ces projets de loi-là. Parce qu'en 85, en termes de Première Nation, nous avons attendu à ce moment-là, parce que nous avions dénoncé tous les effets discriminatoires de la loi sur les Indiens. Non, non, attendez, ça va venir. OK? Bien, de 85 à 2011, il y a eu un certain laps de temps. On a attendu. En 2011, on s'est fait dire, nous savons qu'il y a encore de la discrimination, mais ça va venir, etc. On est en 2025. Et souvent, quand que les gouvernements répondent de cette façon, c'est souvent parce qu'ils ont perdu en cours. S'ils ont perdu en cours, ça veut dire qu'ils ont utilisé les fonds des contribuables pour se battre contre nos droits. Alors, est-ce qu'on peut avoir un chiffre, peut-être du ministère, pour savoir combien de fonds le gouvernement fédéral, depuis 1985, a dépensé pour combattre des questions de statut sous la loi sur les Indiens? Sénatrice Odette. Oui, je vais faire la demande, sachant que je nous souhaite qu'ils écoutent et qu'ils entendent la question parce qu'elle est importante. Vous le savez, tu l'as dit, je ne le sais pas. Mais on se pose beaucoup cette question-là depuis longtemps. Alors, merci pour la question. Sénateur Brazo. Peut-être une deuxième petite question. Comme j'ai dit, ça fait longtemps que je suis ici et peut-être vous allez avoir la réponse, mais est-ce que vous êtes capable de savoir, est-ce que vous avez déjà vu c'est quoi la définition ou les critères que le ministre des Affaires indiennes, parce que c'est le ministre des Affaires indiennes qui décide qui est indien dans ce pays et qui ne l'est pas encore en 2025. Alors, est-ce que vous avez déjà vu la définition que le ministre des Affaires indiennes utilise pour décider qui est indien dans ce pays et qui ne l'est pas? Sénatrice Odette. Merci, Monsieur le Président. C'est une question qui a été posée. Hein? On rencontre les gens du ministère et j'attends comment les choses se font et la formation aussi, parce qu'on m'a expliqué que maintenant, il y a des centres d'amitié, il y a des groupes de femmes, des organisations autochtones à travers le Canada qui ont le mandat maintenant, mais il faut être certifié là, et formé, de pouvoir remplir avec les gens leur demande d'inscription. Donc, ça veut dire qu'il y en a des critères. Ça veut dire qu'il y a quelque chose. Mais on peut voir aussi, mais encore une fois, c'est mon interprétation, qu'il y a une marge pour les registraires assez impressionnante, une marge discrétionnaire ou quelque chose de discrétionnaire. Alors ça, pour moi, ce sont des questions légitimes qui méritent d'être répondues et ce sont eux qui vont devoir répondre. Senator Martin. Yes, I actually have one question before. J'ai une question avant de demander l'ajournement du débat. Sénatrice Odette, je n'étais pas au brefage technique, mais mon personnel y était. Selon ses notes, j'ai une question concernant les consultations qui ont eu lieu. Les fonctionnaires disaient qu'ils étaient en cours de consultation et avaient reçu 60 propositions de 80 groupes autochtones qui sont en cours d'examen pour une solution à long terme. Est-ce qu'il y en a eu suffisamment? Est-ce que c'est en cours? Devrions-nous être préoccupés à savoir si les consultations en général ont eu lieu? Bon, ils disent qu'ils travaillent encore là-dessus, donc ça semble être un peu fait à l'inverse. Êtes-vous satisfait du processus de consultation? Merci beaucoup. Je ne suis pas satisfaite. Lorsque j'ai levé la main pour ce projet de loi, j'avais une réunion le jour suivant avec les fonctionnaires. J'ai tenu une bonne discussion franche et honnête. On m'a dit qu'il y a eu des briefages, des documents qui viennent des groupes de base, à la base militante, et à savoir quelles sont leurs recommandations ou suggestions. Nous avons souligné qu'il ne faut pas choisir de l'approche de la chose la plus populaire. Il faut s'assurer de répondre et de refléter les besoins
avec ces changements nécessaires. Je n'ai pas vu les mémoires ou les documents, alors j'espère que je vais pouvoir les obtenir. Et ça va venir. Ça va venir. Je suis ici et je ne vais pas abandonner.